Selon vous, sur la totalité des étrangers en France, combien y a-t-il de femmes ? 15%, 30%, 50%? Pendant longtemps, j'ai cru qu'elles étaient en minorité. Parce que quand on entend parler des migrants à la télé, c'est souvent pour décrire des hommes qui arrivent en France pour un avenir meilleur ou moins pire que ce qu'ils ont quitté. Un peu comme un groupe uniforme. Et quand j'entends parler des femmes, c'est pour parler de celles que ces hommes vont faire venir avec le regroupement familial. Pourtant, quand je me suis retrouvée pour la première fois à travailler dans une association qui accueille des personnes étrangères, j'ai été marquée par le nombre de femmes et la diversité des profils et des histoires. Il y avait des femmes seules, des femmes en famille, des femmes qui étaient arrivées d'abord, des femmes qui étaient arrivées après, des femmes qui avaient fui la guerre, l'excision, un mariage forcé ou une situation économique trop précaire. Et s'il y a un chiffre à retenir, c'est 51,5%. Et oui, une personne étrangère sur 2 en France est une femme. Je vous l'ai dit, ce chiffre il m'a surpris, et peut-être que vous aussi. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est toutes les histoires qu'il y a derrière et qui permettent de ne plus concevoir les étrangers, les exilés, les migrants comme un groupe uniforme. Et dans ce premier épisode de la nouvelle saison d'Immigration sans tabou, anciennement appelée Bienvenue, vous allez découvrir une de ces histoires. Je vous pitch rapidement le concept. Le meilleur moyen pour déconstruire un cliché, c'est d'en parler avec la personne qu'il vise, pour pouvoir aller plus loin, comprendre et se faire son propre avis. Et c'est ça, le concept de cette nouvelle saison d'Immigration sans tabou. C'est des conversations entre une personne qui a vécu l'immigration et une qui ne l'a pas vécue, autour d'un tabou ou d'un cliché. Et dans cet épisode, laissez-vous embarquer par 2 femmes incroyables. D'un côté, on a Pénélope, elle est chef d'entreprise dans la mode éco-responsable, et de l'autre, vous allez rencontrer Insaf. Je vous en dis pas plus, et je vous laisse avec cette conversation que j'espère que vous allez trouver intéressante. Très bonne écoute. Bonjour Insaf. Bonjour, ça va? Je suis ravie d'être là, de pouvoir discuter avec toi. Où as-tu grandi déjà? Moi, j'ai grandi à une ville au milieu de la Syrie, qui s'appelle Homs. Et je suis partie en 2013. Et je suis arrivée en France à fin 2016. Ah oui, donc ça a pris 3 ans en fait, ton parcours migratoire. Oui, tout à fait. Ça m'a pris 3 ans parce que j'ai fait la Turquie, la Grèce et je suis arrivée en France après. Ok. Voilà. Et donc, tu as grandi en Syrie. Comment c'était la vie en Syrie quand on est une petite fille en 2008-2005 Pour moi, j'étais trop bien dans mon entourage, ma famille, mes amis. J'avais une vie d'une ado comme tous les ados de partout. Et du coup, c'était trop bien. Tout est bousculé en 2011 parce que avec où la révolution a commencé. Pour moi, c'était la révolution et après c'était une guerre. Et du coup, après c'était plus possible de rester parce que ma ville, Homs, c'était la première ville qui était détruite en Syrie. Donc on ne pouvait plus rester. J'avais un frère qui était blessé. Et du coup, on était obligé de partir de pays. Déjà, on s'est déplacé en Syrie. Dans la Syrie, d'abord, ça commence. Ça a commencé. On est parti de Homs. Parce qu'on était siégés pendant des mois à Homs. Ah oui. Et on est parti à Damas, où on est resté pendant 5 mois. Et après, c'était plus possible et on est parti non plus. On est parti en Jordanie. Et toi, qu'est-ce que tu comprenais? Donc, t'avais 13 ans, même avant le début de la Révolution, t'avais quel âge? J'avais 18 ans. Ah oui, t'étais déjà... Ah oui, pardon, d'accord. Donc, t'étais déjà... Tu comprenais tous les enjeux politiques Après, moi, je suis assez... j'étais toujours dans une famille très, très politique. On parlait tout le temps politique avec mon père. Et du coup, j'avais T'avais déjà des opinions, quoi. Voilà, exactement. J'avais toujours des opinions, moi, depuis que j'avais 3 ans. Donc, toujours. Et du coup, quand la révolution a commencé, moi, j'étais à fond. Et j'étais convaincue que ça va le faire, on va être et que le régime va partir, mais toujours pas. Et du coup, c'était. Il y avait une jeunesse, il y avait un mouvement de jeunesse, d'associations de jeunes engagés, de choses. C'était incroyable parce qu'en vrai, pour les gens qui connaissent pas les séries, avant c'était dans un bulle et on parlait jamais politique, sauf chez nous. Et du coup, moi, j'ai pensé que en fait, les gens, ils voulaient pas participer à la révolution et tout ça. Et en fait, non.
Ouais. Tout le monde a Tout participé. le monde était à fond, quoi. Les jeunes, les moyens âges, les vieux, tout le monde a participé dans les manifestations. Et du coup, il y avait un vrai enthousiasme, si on peut dire, C'était pour vraiment, le changement, pour la liberté, pour un changement politique. Et tu as des frères et sœurs? Oui, Ouais. j'ai 4 frères et une sœur. Ok, donc une grande famille. Une grande famille. Et il y en a qui sont plus jeunes. Ils sont tous plus jeunes que moi. Tous plus jeunes. Ouais, Ah oui, je donc suis en l'aînée. plus, c'est la grande sœur C'est la grande sœur. responsable. Oui, c'est ça. Et même tes plus petits frères et sœurs, est-ce que eux aussi ils arrivaient un peu à, enfin vous étiez tous engagés, quoi, ils comprenaient bien ou enfin j'imagine que c'est pas la même chose quand on a 18 ans, quand on a 7 8 ans. Bah, après j'ai 2 frères qui étaient juste on a un mois d'écart Ok. et du coup eux ils étaient plein dedans. Moi j'ai mon frère qui était normalement qu'il devait aller à l'armée. Ils étaient appelés pour aller à l'armée syrienne et donc elle a désisté. Ils étaient blancs dedans. Et après, tu as ma sœur, mes 2 petits frères qui avaient entre 5, 9 ans et 13 ans. Voilà. Et là, ça commence à... Et pour eux, c'était quelque chose qui était bien, mais ils ne comprenaient pas c'est comme ce qui ça, se quoi. passe. Mais ils étaient conscients qu'il y a un truc bien qui arrive dans ce pays. Donc, une fois que vous êtes arrivé à Damas, là, ça s'est commencé à se corser. À Damas, c'était un peu difficile pour toute la famille parce qu'on était obligés de rester confinés chez nous. D'accord. Chez l'appart où on a trouvé pendant 5 mois. On n'a pas sorti. Ah oui. Une seule fois. C'était juste par mesure de sécurité. Oui, bien sûr. Parce que mon frère, il était blessé, il a désisté l'armée. Donc, on était cherchés. Mon père, il était très engagé politiquement. On était tous engagés dans cette révolution. Et donc, c'était par mesure de sécurité. C'était que ma mère ou mon père, parfois, elle sortait la nuit pour chercher à manger, pour faire les courses et tout ça. Et donc, nous, on n'avait pas le droit de sortir. Mon frère, il était blessé. Donc, on n'arrivait pas à trouver de soins pour lui. D'accord. Donc, le pays le plus proche et où on connaît des gens déjà, c'était la Jordanie. Donc, mes grands-parents, ils étaient déjà en Jordanie parce que mon grand-père, il était âgé. Donc, il devait chercher d'être dans un milieu sécurisé. Donc, il est parti en Jordanie. D'accord. Donc, on s'est dit, on va aller dans un pays où on a des proches, la Jordanie. Okay. On est parti en Jordanie. On s'est dit, et je me rappelle toujours de cette phrase de ma mère qui me dit, on va rester ici 2 mois. Le 2 mois s'est transformé en 3 ans. 3 ans en Jordanie, alors. 3 ans en Jordanie. Et là, vous avez pu retrouver un peu une vie normale ou pas du tout? Oui. Parce qu'en fait, au début, on a galéré un peu parce qu'on se disait, est-ce qu'on va rentrer? On rentre pas. Du coup, c'était un peu entre deux. Après, quand on a vu les images arriver de Homs, on s'est dit, c'est terminé. On peut plus retourner. Donc Du coup, on s'est dit, allez, on va commencer. Je sais pas, cette résilience. La vie, en fait, fait que on a commencé une nouvelle vie en Jordanie. Et du coup, parce que c'est très proche de la Syrie, on est dans le même contexte, on parle le même dialecte avec les Jordaniens, les Palestiniens qui habitent en Jordanie. Donc, et on a des proches là-bas, des amis. C'était beaucoup plus facile de recommencer. Du coup, on a recommencé, on a pris une maison. Moi, j'ai intégré l'université, mais mes frères et ma sœur, ils ont repris leurs études et mon père a commencé de travailler, ma mère aussi. Et donc, on a repris une vie quasi normale. Quasi normale, en fait, la scolarité. Mais dans le même temps, avec un regard toujours sur la Syrie, parce qu'on voulait retourner. Tout le temps, on s'est dit, on va retourner. C'est votre maison, c'est votre famille. On va retourner. Et du coup, on est resté 3 ans. Et qu'est-ce qui a déclenché de là maintenant il faut qu'on aille en Europe ou faut qu'on aille ailleurs parce que c'est plus vivable en Jordanie. C'était pas du tout l'Europe, c'était pas du tout l'objectif déjà. Parce que nous on voulait toujours on pensait retourner en Syrie et du coup en 2015 tout est bousculé en Syrie. On rappelle de la grande attaque sur Alep et tout ça et du coup là où les pays frontaliers
de la série ont commencé à durcir leur politique migratoire. Et du coup, mon père, il travaillait à l'étranger, mais dans le monde arabe, mais il était en déplacement en Égypte. Et du coup, un jour, il ne pouvait pas retourner en Jordanie. D'accord, ok. Et du coup, donc, elle restait bloquée en Égypte. En Égypte. Et après, même l'Égypte, elle n'avait plus le droit de rester en Égypte. Donc, elle était en Turquie. Ok. Et du coup, nous, on avait un choix ici, soit de séparer la famille. Donc, mon père, il est en Turquie et nous, on reste en Jordanie. Et on ne peut pas sortir. Soit on va rejoindre mon père en Turquie. Nous, on est partis rejoindre mon père en Turquie. Et parce qu'aussi, on ne pouvait plus travailler en Jordanie. Et plus... Des visas qui ont expiré on n'avait plus... Il n'y avait plus le droit, d'accord, à cause des nouvelles lois, d'accord. Exactement. Ouais. Et du coup, on est parti en Turquie. On est resté là-bas 4 mois. Et on n'avait pas... on a fait une demande de titre de séjour, on va dire ça comme ça, mais on n'avait pas ils étaient pas, on n'avait pas le droit, on va dire. Et du coup, on est resté sans papier en Turquie. Et là, on s'est dit, soit on va être refoulé en Syrie par la Turquie, soit on va trouver un autre chemin. Et du coup, là, on a décidé de partir en Europe. Parce que vous étiez, la Syrie, vous étiez un peu sur liste rouge, quoi. Enfin, c'était complètement impossible. Vraiment. Non, déjà, notre maison était, la maison, le quartier est détruit. Donc là, on peut pas y retourner. Toute ma famille, ils sont fléchés, ils sont connus de surtout les frontières syriennes. Donc, si on rentre, c'est la prison directe. Donc, Et donc, de la Turquie, après, vous êtes resté combien de temps en Turquie 4 mois. 4 mois, après, oui. Et vous avez pu partir après en Grèce. En Grèce, oui. Et là, le chemin était compliqué, j'imagine. Très compliqué. Parce qu'on a pris le bateau. On a fait des bateaux, on les voit, ces images, je pense qu'on les a plus ou moins en tête, des bateaux un peu de fortune. C'était, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Et du coup, on a pris le bateau. Avec toute ta famille, tous tes frères et sœurs. Et donc, vous étiez tout le temps, tous ensemble, les 7. Les 7. Parce qu'il y a un blessé aussi, il a pu venir. Voilà. Oui. Il allait mieux, mon frère, après 3 ans, donc ça va. Mais on est tous partis parce que j'ai un frère qui est resté en Jordanie. D'accord. Parce qu'il n'avait même pas un passeport. Ah oui. Il ne pouvait pas sortir. Donc là, on était vraiment séparés. Qui a marqué ma famille jusqu'à 2021. Donc ça, je vais en parler après. Mais oui, on est partis, nous 7, avec un frère qui avait 5 ans. Sur le bateau 8 ans, pardon. 8 ans sur le bateau. Et c'était quelque chose. C'était très difficile. On est resté dans le bateau pendant 4 heures. Mais c'était... les 4 heures qui paraissent une éternité, quoi. Une éternité, c'est ça. Et vous êtes arrivé en sécurité, tout le monde était en vie, quoi. Oui, tout le monde était en vie. Le bateau a failli se retourner, a failli, mais il y avait la navire grec qui nous a garde-côte grec qui nous a sauvés. Et on est arrivé à Lesvos, en Grèce, en février. Le 26 février 2016. Et là, vous aviez... Qu'est-ce qu'on prend sur soi? C'est peut-être un peu bête, mais moi, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre sac? Des papiers, j'imagine. Un téléphone? Est-ce que vous aviez des téléphones? On avait des téléphones. On avait tous des téléphones. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas le... Non, mais chacun a... parce que c'était... en 2015, c'était... ce qu'on appelle
la crise migratoire ou le vague de... Donc, il y avait, tu sais, ce réseau c'est pas un réseau, mais on savait, en fait, il y avait comme si un guide, on savait qu'il faut prendre ça. Okay. Parce que les gens se parlent et se disent, il faut prendre, par exemple, tu sais, un batterie de plus pour charger les téléphones, parce qu'il n'y a pas de réseau, il faut prendre ça, il faut prendre... Et du coup, pour moi, par exemple, dans mon sac, il y avait des habits pour changer une fois. Ok. Parce que c'est un sac à dos, hein, c'est pas... j'avais une bouteille d'eau et j'avais mes papiers, très, très importants. Mais le plus important. Le plus important, parce que sans les papiers, comment je vais justifier que je suis syrienne. Voilà. Et du coup, j'avais aussi... c'était tout, hein. J'avais rien. Et comment, est-ce que tu avais des choses de pharmacie? C'est un sujet qui est quand même important quand tu es une femme. Tu as peut-être besoin de protection hygiénique ou de médicaments, de choses comme ça. J'avais des serviettes hygiéniques parce que je savais que moi, j'avais un et ma sœur aussi. Et du coup, parce que on s'est dit, ça peut arriver. On sait pas, parce que nous, on sait que notre destination, on va aller en Grèce, mais on ne sait pas à quel moment on va arriver dans le pays de destination. Donc, on ne sait pas, peut-être 5 jours, peut-être 5 mois. On ne savait pas. Mais pour nous, c'était au moins 10 jours sur le chemin. Donc, on s'est dit, au cas où, il faut qu'on a ça. Et on avait de gel hydroalcoolique. Voilà, parce que moi et ma soeur, on est un peu maniaques. Non, mais c'est impressionnant de voir. C'est waouh. Et donc, quand vous êtes arrivés en Grèce, là, est-ce que toi, déjà, dans ce parcours-là migratoire, tu sentais, je trouve que c'est important qu'on mette aussi la question de genre et de sexe là-dedans. Est-ce que toi, tu sentais une différence dans la manière dont tu étais traitée, dans la manière dont tu gérais ou pas ce qui allait se passer, la prise de décision, la manière dont on te parlait à l'arrivée, pendant le chemin? Après, moi, j'ai grandi dans une famille où mes paroles comptent. Les paroles des femmes comptent. Donc, avec mon père, avec mes frères, on prenait les décisions tous ensemble. Il n'y avait pas, mon père qui dit à tout le monde ce qu'il faut faire. Non, il n'y avait pas ça. Ma mère, elle était décisionnaire, moi, j'étais décisionnaire, on était tous... mais quand on est arrivé en Grèce ou même en Turquie, il y avait, par exemple, les gens s'adressaient à mon père tout le temps. Tout le temps, Pas à ma mère, pas à moi. Et si vous n'existiez pas, et du coup, sa bulle familiale, exactement. Les gens, ça marche quoi, les gens sont. Et du coup, mon père, il me regardait parce que moi, je parlais anglais, lui non. Ouais. Donc, il me regardait direct pour répondre. Et du coup, moi, j'ai pris l'initiative tout le temps de dire, en fait, vous parlez avec moi. Et tu sentais quelque chose d'un peu choquant ou... Oui, parce que les gens, ils sont habitués que les hommes parlent. Donc, il vient les bénévoles ou les ONG. C'est pas que c'est les hommes qui vont leur parler avec eux, et c'est pas les femmes qui vont être là à prendre la décision et tout ça. Donc la prise de parole en fait des hommes qu'on entend peut-être un peu plus dans les médias, elle commence en fait dès le début quoi. Je veux dire que déjà, on leur donne la parole déjà en fait avant qu'ils commencent. Mais tu sais, c'est sans faire exprès. Les bénévoles, ils ont plein de bonne foi et tout ça. Sans faire un peu des biais cognitifs. Exactement. Et même les gens qui travaillaient à la HCR et tout ça, ils n'étaient pas. C'était fait naturel. Comme si c'est normal, c'est naturel. On parle que aux hommes. Et du coup, après ça, tout ça, on ne le réalise pas quand on est sur place ou dans le moment même. Moi, après que j'ai fait des réflexions, que je me dis, mais c'était bizarre en fait. Et c'est marrant ça. Un peu sur le coup, on sourit, on se dit que c'est normal. Et puis après, on se dit, mais attends, il m'a pas regardé dans les yeux, ce mec, pendant toute notre conversation. Et après, du coup, vous avez eu le statut de réfugié, j'imagine, et vous étiez... Pas du tout. Ok, mince. Non, c'était un peu long. Parce que c'est pas drôle, c'est pas long. Et du coup, on est arrivé en Grèce, et là, l'Union européenne décide de bloquer les frontières en Grèce. Que plus personne
Parce qu'avant février 2016, les gens passaient de la Grèce dans les pays. Après, voilà, ils ont fait le chemin. Ça prenait des mois, mais c'était un peu faisable. C'était faisable. Par la route, en fait. Exactement. Et du coup, là, l'Union européenne a décidé de bloquer les frontières et que plus personne passe de la Grèce. Et du coup, nous, on était bloqués là-bas avec des milliers de personnes. Et du coup... des femmes, des hommes, des enfants. Tout. Et, des Syriens, essentiellement. Syriens, Irakiens, Afghans. Il y avait de toutes les nationalités. Ok. Mais la majorité, c'était des Syriens. Toutes les religions aussi, en fait. Oui, bien sûr. Et du coup, arrivé en Grèce, on ne savait pas comment faire. Ouais. Parce que nous, et du coup, moi, avec ma sœur, on a commencé à parler avec des bénévoles, avec des journalistes, pour savoir où on fait comment. Et du coup, parce qu'ils ont dit, oui, les frontières sont bloquées, nous, on s'est dit, il faut qu'on voit nous-mêmes, avec nos yeux, que les frontières sont bloquées. Et on est parti jusqu'à les frontières grecques avec la Macédonie. Ok. Et ça nous a pris 4 jours pour arriver là-bas. Et comment? En bus? En bus, train, à pied. Ok. Pendant une journée, on a marché toujours avec un habit de rechange, les papiers et une petite trousse. Non, il n'y avait plus la change parce qu'on était tout trempé de l'eau. Donc, on a changé et on n'avait plus d'habits. Ok. Et du coup, on est arrivé à la frontière grecque. Où c'était vraiment bloqué. Ok, bon, voilà, il n'y avait pas de doute. Et du coup, on est resté là-bas pendant 13 jours. Où c'était les 13 jours le plus, je pense, le plus difficile dans ma vie. Vous dormez même plus que la guerre. À l'extérieur, dans une toile de tente. Ok. Mais c'était pas de camping. Ouais, c'était pas le petit... Oui, avec nous tous, on est restés 13 jours. Et c'était février, il faisait froid, mais et il pleuvait tout le temps, on n'avait pas de couverture, c'était... Vous aviez encore un peu d'argent pour de quoi manger, des choses comme ça, mais il fallait pas trop tout dépenser. Non, il faut pas, il faisait faire très attention parce que tout est cher là-bas et du coup, on faisait très attention à ce qu'il y avait des bénévoles qui ramenaient à manger, tout ça, donc c'était... C'était des camps en fait organisés un peu par... Exactement. Il y avait 13 000 personnes, je pense, à ce moment, c'est un point qui s'appelle... Adomini, en Grèce. Et du coup, il y avait à peu près 13 000 personnes. Et du coup, on est tombés tous malades. D'accord. Parce que et puis les conditions sanitaires. On était trop fatigués, il faisait froid. Il y avait les feux partout parce que les gens, il fallait se chauffer. Et on a respiré tous les fumées et tout ça, et donc on est tombé dessus. Et vous aviez une aide médico-sociale Pas beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il n'y avait pas assez d'organisations qui pouvaient travailler sur ce camp. Puis j'imagine que là, tu es tellement dans les besoins primaires que les questions de santé mentale, on oublie tout, quoi. Oui, on oublie tout à fait. On n'y pense même pas, en fait. On pense à notre sécurité et qu'on reste... Je me rappelle qu'on est resté tout le temps... comme, je ne sais pas si vous voyez les pingouins. Quand ils sont comme ça, ils se mettent tous à côté. Et moi et ma famille, on restait tout le temps ensemble comme ça. Et par exemple, si on voulait aller aux toilettes, vous vous déplacez, moi et ma sœur, et il y a un frère qui va venir avec nous. Ah ouais. Parce qu'on ne va pas y aller toute seule. À ce point-là, parce qu'on avait peur. On n'était pas en sécurité. Moi, je ne me sentais pas en sécurité, en fait, d'aller toute seule comme ça. En tant que femme. Ouais. Oui, c'est sûr. Parce que tu as observé des violences ou juste... C'était juste aux alentours, tout ça, c'était violent. C'était pas ce que j'ai... Moi, personne ne peut être habitué à ça. Donc, c'était pour moi, c'était un entourage qui était très, très violent, on va dire. Très violent. On entend parfois parler, pour les femmes qui sont à la rue, en France en tout cas, mais aussi pour les femmes qui ont vécu d'immigration, qu'il y a des réseaux où quand on est des jeunes femmes un peu seules, on se retrouve à finir dans des réseaux
je sais pas le mot adapté, prostitution, traite d'êtres humains, prostitution, human trafficking, ils disent, ouais, c'est ça, traite d'humains. Est-ce que vous, c'est quelque chose, vous aviez été sensibilisé ou vous, votre manière de se dire, de ne pas se retrouver avec les mauvaises personnes, c'est de rester tout le temps en famille? Oui, c'est ça. On vous en a parlé, vous saviez que ça existait? Oui, bien sûr, c'est sûr. C'était un les choses qui, pour moi et pour ma famille, c'était un de nos premières inquiétudes parce que, par exemple, ma mère, elle était tout le temps, vous partez pas tout seul, les filles, parce que j'ai peur que vous vous trouvez avec quelqu'un qui va vous parler dans... Et du coup, nous, on était on faisait très attention à ça. Aussi, il y avait des êtres humains pour les organes. Hein. C'est pas juste ça. Et ça, il y avait un rumeur dans ce camp qu'il y avait quelqu'un qui... Et du coup, peut-être c'était juste un truc, un rumeur. C'était pas vrai. Mais pour nous, c'était un vrai truc. Hein. On faisait très attention. Il y avait aussi un autre rumeur qu'il y avait quelqu'un qu'il y avait un viol sur ce camp. Et du coup, nous, on était là, mais non, ça va. Déjà, on est dans un camp au milieu de nulle part et tout ça. Et en plus, il y a un danger d'être harcelé sexuellement. Et du coup, c'était très lourd. Ouais, j'imagine. Et du coup, au bout de ces 13 jours, vous avez pu passer la frontière? Comment ça s'est passé? Non, on ne pouvait pas. Et du coup, là où l'anglais était très, très efficace parce qu'en fait, on pouvait parler avec des journalistes, des bénévoles et tout ça. Et parce que moi et ma sœur, on voulait se rendre utile un peu. Et on s'est dit, en fait, vas-y, on va traduire pour les autres. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui ne parlait pas une deuxième langue. Et donc, on a commencé à traduire pour les médecins, pour les bénévoles, pour les journalistes. Et du coup, ça nous a un peu occupé de dire de se sentir utile, que je suis pas dans un camp, je suis pas je sais pas, c'était un coping mécanisme, on va dire ça comme ça, pour dire que oui, je suis dans une situation horrible, mais je fais quelque chose pour pas se rendre compte en fait. D'accord. Et du coup, on a fait ça. Et dans notre discussion avec un journaliste de je sais pas quel réseau, il m'a dit que c'est fini, les frontières sont bloquées et c'est une décision politique très forte et ils ne vont pas les ouvrir. Donc, il faut que vous trouviez quelque chose, toi et ta famille, autre chose. Je ne sais pas c'est quoi, mais autre chose. Et du coup, là, on était trop, trop fatigués. 13 jours au milieu de nulle part. On ne dort pas, on ne mange pas bien. Et on a peur, on ne prend pas de douche. Faut me dire des trucs comme vrai, ça. Et du coup, de faire juste la douche comme ça, c'est fatigant. C'est fatigant. Et du coup, moi, j'ai dit ça à mes parents. Et ils m'ont dit, allez, on va aller dans la ville le plus proche pour trouver juste un travail. Pas un travail, non. Trouver un refuge ou un appartement ou pour juste... poser, prendre une douche, dormir quelques jours. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On réfléchit, mais on a besoin de s'opposer. Et du coup, on est parti à Thessalonique, qui est la ville la plus proche de frontière. Et là, on est parti. On était le seul à partir. Hein. Je vais dire, on est parti, on a laissé même les tentes. On a dit, si vous voulez prendre les tentes, vous prenez-les. Et on est parti. Il n'y avait que nous dans le bus. Et du coup, on arrive à la gare et là, le chauffeur de bus nous voit qu'on est perdu. Et du coup, il nous dit vous venez d'où? Vous êtes... Qu'est-ce qui vous arrive? Ça se voit qu'est-ce qui vous fait? Et du coup, on leur a dit en fait, on est perdu, on ne sait pas où aller. On veut un hôtel ou quelque part pour se poser parce qu'on est trop fatigué. Il dit, non, Thessaloniki, c'est une ville qui est très... Il y a beaucoup de touristes et tout ça, donc il ne faut pas y aller, c'est trop cher. Sinon, je vous amène dans mon village qui est sympa et ça va être beaucoup moins cher pour vous. On s'est regardé, on s'est dit, oui.
incroyable comme mais on avait bizarre peur. un peu. Ouais, c'est ça. Parce un peu genre pourquoi t'es gentil avec donc, moi alors voilà, que ça fait exactement. 3 semaines Pourquoi qu'on me t'es traite n'importe gentil et comment. où tu vas nous amener? Ouais. Et donc, on part avec lui dans le bus, parce qu'on n'avait pas le choix. Hein, On s'est dit, et on part dans le bus, et là, il commence à avancer dans les montagnes grecques. Mais je te jure, on s'est dit, on s'est regardés tous et on dit, on va où? Ouais. Il avance. Et du coup, on avance. Et et on se regardait tous et on avait la même idée tous. Il nous amène où? Ouais. Et du coup, après, il nous a amenés dans un village très mignon. Il s'appelle Gomenesa. Ok. Super, c'est très très sympa dans les montagnes grecques. Et on arrive et après, il nous dit, en fait, on a trouvé un appart, mais la personne elle va louer. Et vous ne pouvez pas rester gratuitement. Et donc, on s'est dit, c'est pas grave. C'est trop gentil de juste penser. Et on va payer juste une semaine. Et après, on va partir. Et on va voir comment on va faire. On va partir. Et du coup, c'est une semaine, 4 mois. C'est transformé en 4 mois. Ouais. Et vous avez pu... Donc là, pendant les 4 mois, vous avez pu retravailler un peu? Non, parce qu'en fait, c'est trop, je sais, c'est trop long. Donc, mais on est arrivé, on s'est posé. Et du coup, là, moi, avec les réseaux que j'ai fait, avec les journalistes bénévoles, tout ça, ils m'ont dit qu'il y a un programme qui était créé par l'Union européenne suite à le blocage de frontières qui s'appelle ESSO. C'est la relocalisation des réfugiés qui sont arrivés en Grèce sur les pays européens sur les bases des quotas. Ok. Du coup, il fallait s'inscrire à ce programme, mais on ne sait pas à quel moment on va partir ou quel pays va nous prendre. Okay. Du coup, avec ma sœur, on n'avait pas de réseau sur notre téléphone, donc on était obligé d'aller dans le seul hôtel de cet village où le propriétaire nous a dit vous pouvez utiliser le Wi-Fi dans l'hôtel. Ouais. Et donc on commençait à appeler pour s'inscrire et on a passé je sais pas combien de heures pour appeler. Et après, ils ont répondu et on a pu s'inscrire pour un premier rendez-vous. D'accord. Mais le premier rendez-vous, c'est à Thessaloniki. Donc, il faut tout ça, c'est logistique à prendre en compte. Il faut, on est 7. Ouais, c'est ça. Donc, avec un petit frère de 8 ans, le petit 8-9 ans. Donc et du coup, ma mère, là, elle a commencé aussi à être fatiguée, vraiment fatiguée physiquement. Et du coup, là, on dit, mais comment on va partir à Thessaloniki? Le rendez-vous était à 7 h du matin. Et du coup, tout ça, il faut trouver des solutions. Donc, il faut réfléchir vite. On y va à Thessaloniki avec il y avait des gens de la village qui travaillaient à Thessaloniki qui commençaient à 7 h du matin. Donc, ils nous ramènent à Thessaloniki avec eux. C'était trop gentil, trop mignon et tout ça. Et du coup, arrivé à Thessaloniki, et avant que je te parle de ça, je me rappelle le premier douche que j'ai pris. C'est ça, ça devait être incroyable la sensation. Et du coup, moi j'ai des cheveux longs et du coup, je me suis dit, enfin. Et on ne se rend pas compte des petites choses là qu'on a dans la vie normale, quotidienne et tout ça. Qui sont magiques en fait. Incroyable. L'eau chaude avec de shampoing et tu dis, là, c'est bon. Et du coup, voilà. Et après, à Thessaloniki, on a fait le premier entretien. Juste, tu parlais pas grec, si? Ah non, pas du tout. Donc, tout en anglais. Okay. Et du coup, arrivé à Thessaloniki, on a fait l'entretien et nous a donné une liste pour mettre nos souhaits. On a on a fait 7. Et là, ils ont dit clairement qu'on ne sait pas quel pays va vous prendre, prendre votre dossier et à quel moment. Donc, ça peut être 1 an, ça peut être 1 semaine, on ne sait pas. En fait, c'est cette incertitude permanente. C'est ça. Et donc, c'est encore toi un peu qui gérait avec ta sœur. Avec ma sœur. Tous les papiers, tout quoi. Oui. Et pas forcément tes frères, du coup. Non. Ouais, c'est marrant. Parce que non, c'était pas ça. C'était parce que en fait, moi et ma sœur, on a eu la chance d'avoir mes parents, ils étaient toujours très concentrés sur l'éducation des filles. D'accord. Plutôt que les garçons. Et du coup, moi et ma sœur, on avait la chance de parler couramment l'anglais. Alors que tes frères, non? Non. Ah, ok. J'ai les deux petits, ils parlent couramment l'anglais.
Oui, maintenant, Donc, mais ils maintenant, sont plus petits. Enfin, ils l'ont voilà. appris Mais après. non, c'était moi et ma sœur qui prenaient toutes les décisions pour la famille. Ah, ok. Et du coup, c'était là où ça commence, cette responsabilité de dire il faut prendre la bonne décision. Ouais. Ma sœur, elle avait 15 ans quand même. Ouais, C'était c'est pas- jeune. Mais oui. toi, t'étais pas non plus très vieille non plus. Non, Enfin, non, t'avais donc, 20 ans, du coup, ouais. là. Ouais, 18 ans. Ouais. Non, plus, mais aussi. Ah oui, parce qu'il y tu avait sais, la Jordanie. oui, Ouais. plus, mais aussi, il faut prendre une décision pour cette personne. C'est Ouais, pas... et dont ses parents, c'est difficile. Hein. Enfin, Oui. c'est bizarre parce que je trouve, en t'écoutant, j'essaie de me projeter avec ma famille, où je suis assez proche de mes sœurs, de mes parents aussi. Je me imagine tous les 5 devoir partir comme ça. Oui. Comment est-ce que. Enfin, déjà, je serais un peu capable de le faire sans eux, je pense, mais Ah oui. d'essayer de se projeter dans comment on prendrait nos décisions, comment on s'organiserait, comment on ferait pour pas parfois juste se crier dessus, quoi, parce qu'au bout d'un Non, moment. on était vraiment très, très. Là, je pense que ce voyage après la mer, ça nous a changé toute La dynamique. la dynamique familiale. Mhm. Déjà, on est très proches, Ouais. mais parce on a passé la mer sans avoir tous envie, Ouais. on s'est dit, on peut plus. On est devenus très, très, très proches. Ouais. Très fusionnels, Ouais. tous ensemble. On peut pas. Ouais. Et du coup, c'était. On voulait tous survivre, en fait. Ouais. Et donc, soit on survit tous ensemble, soit personne. Ouais. C'est C'est- devenu un truc c'est de génial. guerre, Quelle- guerrière qu'il veut. Ouais. Voilà. Quelle force Et d'être. du coup, Ouais. on est arrivé. Après, on a reçu un appel de l'ambassade de France Ok. que notre dossier a été pris par la France. D'accord. Et si on est d'accord. Ouais. Et bien sûr qu'on était d'accord. On s'est dit, ouais. C'était Ouais. le meilleur jour de notre vie. Ok. Parce qu'on était tellement contents d'être. Et du coup, là, on a commencé à dire, mais on parle pas français. Comment on va faire Ouais. et tout ça. On parle pas français, Ouais. déjà. Ouais. Et après, ça a pris 2 mois et on est arrivé en France, tous ensemble, très très contents et tout ça. Même quand on est arrivé, on était reçus par l'OFI. Et du coup, l'OFI, c'est l'Office français des migrations. Ok. Et du coup, on est arrivé. Avec un statut de réfugié politique. Oui. D'accord. Et on est Ouais. arrivé, et du coup, il nous a dit, la personne qui nous a accueillis, il nous a dit, vous êtes la seule famille qui sourit. Hein. Vous vous rendez compte? On était très contents. Bien sûr qu'on sourit, on est très contents. Nous. Ouais. Et du coup, on est arrivé, à Charles de Gaulle, et après, on était accueillis au Mans, dans la Sarthe, si vous connaissez. La Ok, Sarthe. d'accord. C'est une région très Sympa. sympa. De 72, trop sympa. Et ma famille, ils sont toujours au Mans. Oui. Ok. Nous, on pense quand on arrive en France, tout est bon, c'est bon. Ouais. On est arrivé, c'est bon et tout ça. Non, Ouais. un nouveau, je sais pas comment dire, étape Ouais. commence. Parce que là, il faut tout recommencer à zéro. Ouais. Les papiers, Et c'est, oui, on avait le statut, mais aussi, il faut commencer tout à zéro. Il faut commencer par exemple, de s'inscrire à l'université, à l'école pour les enfants, Ouais. au collège pour mon frère qui avait 13 ans, pour tout le Ouais. monde, et de s'inscrire pour avoir sa carte vitale, Ouais. tout, Ouais. tout ce qui... Et du coup, là, moi, j'étais amenée à faire tout ça pour ma famille. Encore une fois. Encore une fois, de faire tous les papiers administratifs, et avec mon français qui... Ouais. Au très, début. très limité. Ouais. Et du coup, voilà, et après, ça commençait tout a commencé à prendre place et avoir, on a commencé une nouvelle vie. Et après, Tu as continué les études. Oui, Et tu es j'ai rentrée continué. à Sciences Po. J'ai, C'est quand même je suis pas rien, rentrée- Sciences Po ouais, Paris. J'ai Ouais. commencé déjà avec l'université de Mans que je recommande. D'accord. Encore une fois. Et j'ai eu un diplôme à l'université de Mans. Ok. Mais après, moi, je me suis dit, en fait, et je me suis dit, je veux faire un truc dans ce secteur, dans le secteur humanitaire, social, tout ça. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé un master à Sciences Po qui s'appelle Human Rights and Humanitarian Action. Ok. Et je me suis dit, j'ai regardé le programme et tout ça, et j'ai dit, c'est ça que je veux Ouais. faire.
Et du coup, j'étais très... Et du coup, j'ai fait mon dossier, j'ai envoyé ma candidature et tout ça. Et tout ça toute seule. Bah, je devais juste regarder comment faire le dossier pour Sciences Po, tout ça. Et là, j'ai découvert que Sciences Po, c'est les meilleures universités en France. C'est l'université ou c'est l'école de la France Dans ce domaine, ouais. de ce domaine. Et du coup, et là, ça commence à... J'étais trop stressée, j'étais trop dans le mal. Et je me suis dit, si je ne suis pas acceptée, comment je vais faire et tout ça. Et j'étais acceptée. Et où j'ai rencontré Jeannette. Putain, t'as vu ça? Jeannette. Et comment c'est l'arrivée à Sciences Po Paris quand ce qu'on a connu, c'est soit la série Parcours migratoire ou Le Mans, et là, c'est encore autre chose, quoi. Enfin, je trouve que c'est encore un autre déplacement Ah oui, c'était... C'est encore un autre choc culturel, j'imagine, encore. C'était pas un choc culturel, mais c'était plutôt de dire... j'ai toujours pas, je réalise même pas, je reviens même pas. Et du coup, je me dis, mais meuf, est-ce que tu te rends compte où t'étais et où t'es maintenant? Ouais. Et du coup, là, tu commences à Sciences Po, et du coup, j'ai commencé, et c'est trop dense, et donc, t'as pas le temps de réfléchir. Ouais. À ton parcours. Donc là, j'ai commencé le master à fond et tout ça. Et j'étais diplômée en juin 2023. D'accord, ok. Bravo, vraiment. J'ai eu mon diplôme. Et enfin, j'ai eu mon diplôme que j'ai rêvé de l'avoir depuis que j'étais petite. J'ai eu mon master et j'ai commencé à travailler. Mais j'ai toujours pas pris ce moment. Et il faut de dire, de réfléchir à tout. Et je t'ai dit qu'on ne pense pas, en fait, on ne se rend pas compte des petites choses qui nous arrivent, que les gens ils nous regardent pas dans les yeux quand ils parlent avec nous. Et on n'est La pas... déshumanisation, si on peut dire ça comme ça, un peu. On est des numéros, on est déplacés. Voilà, exactement. On est des camps, des choses. Et du coup, on ne se rend pas compte sur le moment, mais là, je commence à dire, en fait, moi, j'ai... Par exemple, un jour, dans le camp, là, où on a passé 13 jours, j'avais très, très mal au ventre. Parce que j'avais mes règles, et du coup, j'avais très, très mal au ventre, et je ne savais pas quoi faire. Et avec ma mère, on a dû marcher pendant 5 heures pour trouver une pharmacie, parce que c'est à la frontière, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien. Et c'est une des pires douleurs qu'on connaît toutes. Et ces petits trucs-là, je me dis, mais en fait, moi, j'avais tellement mal. Et du coup, j'ai marché avec ma mère pour trouver de Doliprane, un genre de Doliprane. Et du coup, tout ça, on ne se rend pas compte, en fait, c'est important. Le choc santé mentale, waouh, il m'est arrivé tout ça. Il arrivait en décalé après. Oui, tout à fait. Et tu le gères, en fait, quelques années plus tard, quoi, des traumatismes. Parce qu'on n'a pas le temps. Quand on arrive. Parce que tout le monde, même... T'es dans l'action, quoi. Tu fais les papiers. On n'a pas le temps. Exactement. Parce que quand on arrive, on n'a pas le temps de se poser, de dire, en fait, ah oui, ce qui m'est arrivé, c'était quand même très, un peu grave. Et du coup, non, on n'a pas le temps. Il n'y a personne qui te donne le temps pour faire ça. Tu dois être à l'heure, tu dois faire les rendez-vous avec l'administration, tu dois faire les papiers, tu dois rendre les papiers au temps, tu dois tout faire. Tout gérer, comme si tu avais une vie, tu as passé toute ta vie ici. Non, j'ai pas passé toute ma vie ici. Il y a des choses que toujours moi je découvre en France, les codes culturels que parfois je connais pas, des références, des trucs et tout ça. Et du coup, oui, il y a beaucoup de choses qui là maintenant en décalé, je repense et je dis en fait là c'était un peu bizarre. Et j'ai juste une autre question, du coup, pour un de tes frères qui n'a pas vécu ce chemin avec vous. Vous l'avez retrouvé en 2021, c'est ça? C'est ça. Donc ça a dû être vraiment l'aboutissement de tout. Et ça, c'était un autre combat, en fait. Parce qu'en fait, mon frère qui est resté, pour moi, c'était ma responsabilité de le ramener en France. Encore, ok, Je ne sais pas pourquoi j'ai eu... Mais pour moi, c'était... Mes parents, ils sont trop fatigués. Ils sont arrivés ici... Ils sont trop fatigués. Ils ont vécu un déclassement aussi, j'imagine, parce que... Ils ont reçu... mes parents, ils ont eu un déclassement social, mais...
horrible. Horrible, ouais. Parce que mon père, il était un chef d'entreprise, ma mère, elle était maîtresse de lycée. Et du coup, ici, ils font rien. Ouais. Et ils parlent pas bien le français, Ouais. donc ils sont très timides, ils savent pas. Et donc, elle apprend toujours. Ça fait 8 ans, mes parents, ils sont en cours de français. Ils lâchent rien. Ils vont tout le temps et tout ça. Ma mère, elle a eu beaucoup de problèmes de santé après. Ok. À cause de voyage. Elle avait des problèmes. Donc, elle a fait plusieurs opérations en France pour ses genoux parce qu'en fait, elle a marché beaucoup. Donc, elle avait des problèmes de genoux et tout ça. Et du coup, nous, on voulait surtout pas se séparer. Ouais. Pour ma famille, c'était notre point de force. En fait. Ouais, c'est ça. On se C'est sépare jamais. Ouais. On se sépare jamais. On reste tous ensemble. Et du coup, ce frère, il est resté en Jordanie, bloqué en Jordanie pendant toutes ces années-là, parce qu'il n'avait pas ses papiers, parce qu'il était, ils ont fait appel à l'armée syrienne, et lui, il voulait pas participer. Et donc, si tu ne participes pas, tu n'as pas tes papiers d'identité. Ouais. Donc, lui, il n'avait même pas des papiers d'identité. Et donc, on a réussi, après des années, d'avoir un passeport pour lui. Ok. Je ne vais pas rentrer dans les détails comment, mais on a réussi d'avoir un passeport pour lui. Donc, il est parti de la Jordanie pour la Turquie. Waouh. Parce que, et là, on a fait une première demande de visa en 2019 pour lui. Donc, ça a mis 2 ans avant qu'il arrive vraiment... Oui. Non, on a fait la première demande qui était refusée. Ah ouais. Par la France, parce qu'ils ont dit qu'il va revenir ici, qu'il va rester en France. Bien sûr qu'il va rester en France. Oui, c'est là où il y a toute sa famille. Toute sa famille, bien sûr qu'il va rester en France. Et du coup, c'était refusé. Et donc, lui, il a essayé d'aller, de faire le même chemin que nous, 14 fois. Waouh. Et il n'a pas réussi. Parce qu'à chaque fois... Parce qu'à chaque fois, il se fait refouler en Grèce. Waouh. Il est arrivé en Grèce 14 fois. Non. Je te jure. Et les 14 fois, il le renvoyait en Turquie? On l'a renvoyé en Turquie sans ses affaires, sans ses vêtements. Et lui, il était tout seul en plus. C'est ça. Il était tout seul. Était... Et du coup, et moi, dans le même d'autre côté, j'ai fait une demande de visa long séjour. De regroupement familial, non? Non, parce qu'il est majeur. Ah, d'accord. On ne pouvait pas faire un regroupement familial. Okay. Donc, j'ai fait une demande de visa long séjour pour lui, où j'ai mis tout. Mais tout ce qu'on a fait en France, tous nos certificats de scolarité pour tous les frères, notre engagement en France, le travail de mon père, le bénévolat de mon père, les bénévolats de tous les autres, la famille, moi, ce que je fais ici et tout ça. Et j'ai envoyé ça à l'ambassade de France en Turquie. Et ça a pris 1 an et demi. Pour qu'on ait une réponse. Et du coup, la réponse est arrivée. J'ai appelé mon frère, qui était sur le chemin pour aller en Grèce. Encore une fois, prendre le bateau. Pour la 15e fois. Je l'appelle et je lui dis, t'es où? Il me dit, moi, je suis dans le chemin pour aller prendre le bateau. Et je lui dis, non, mais tu reviens tout de suite parce qu'en fait, tu as un entretien à l'ambassade de France la semaine prochaine. Il me dit, non, mais c'est pas vrai. Toi, tu me dis ça pour pas prendre le bateau parce que tu as peur que je me noie dans le... Et je lui dis, mais non, je te jure, je vais t'envoyer un capture d'écran que tu as un entretien la semaine prochaine. Je lui envoie la capture d'écran et elle retourne. Elle retourne, elle m'a dit, je te jure, j'étais à 15 minutes en fait de point où elle devait prendre le bateau. Wow. Et du coup là, je lui dis, mais non, tu rentres. Et elle est rentrée. Elle va à l'ambassade de France en Turquie. Et là, il fait l'entretien. Et je lui dis, tu lui dis bien que nous, on est tous là. J'ai envoyé un photo de toute la famille au Mans. Comme ça, on est là, on est tous là, on est gentils. Et du coup, elle lui dit, là maintenant, elle était super gentille. Oh, ah pardon, désolée, mais c'est un peu... Et la personne qui lui a fait l'entretien avec lui, l'agent à l'ambassade, lui a dit, là, c'est le ministère de l'Intérieur qui va décider si elle vous donne le visa ou pas. Ok. Donc là, c'était en septembre 2022. Non, septembre 2021, pardon. Ok. Et on attend. Moi, j'étais... Et là, c'était...
je me suis dit, mais avec mes parents, j'ai fait un courrier à l'ambassadeur et chaque 2 mois, je fais un courrier à l'ambassadeur et je l'envoie en DHL parce que je ne vais pas envoyer un mail, juste un mail. J'envoie un courrier parce que là, je comprends un peu le système français. Donc, j'envoie un courrier et je dis, monsieur l'ambassadeur, là, je ne sais pas s'il l'a lu ou pas, mais j'ai envoyé, je ne sais pas, 2, 3 lettres à l'ambassadeur. Et du coup, un jour, je rentre de travail et je regarde le mail commun de toute la famille et où moi j'ai envoyé la demande de visa. Et je vois qu'il y a un mail de l'ambassade de France à Ankara. Je dis. Et là, c'est soit accord, soit refus. Et là, j'ai vu en gras accord. Et là, j'étais. Mais je te jure, là, c'était même mieux que notre jour quand l'ambassade nous a appelés en famille pour venir en France. Et j'étais. C'est dit là, c'est l'aboutissement, quoi. Non, j'ai pas réalisé le premier. Ah ouais. Et là, j'étais comme ça pendant 15 minutes et je dis non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. J'arrive plus à lire le français. Et du coup, je dis non, mais c'est un accord, c'est bon et tout ça. Et là, j'ai appelé ma famille. Ok. Et j'ai appelé ma mère parce que moi, je suis à Paris, en fait. J'étais dans les études à Sciences Po et mes parents, toute ma famille sont au Mans. Et j'ai fait un FaceTime et je leur dis, en fait, écoutez, j'ai Non, j'ai appelé mon frère qui s'appelle Taha. Je l'ai rencontré. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, Taha, t'es où? Et elle me dit, moi, je suis à Lidl, je fais les courses. Elle parle comme ça en plus. Et elle me dit, je lui dis, il faut que tu rentres maintenant. Et vous mettez tous ensemble. Je veux vous appeler à FaceTime. Il me dit, pourquoi t'est arrivé quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on est toujours dans le garage. Il y a quelque chose qui va arriver Et du coup, il m'a dit, ça va toi? Et tout. Je lui dis, oui, ça va, t'inquiète, c'est une très bonne nouvelle. Il me dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis ça? Je lui dis, Mézard, elle a le visa. Et là, il crie à Lidl. Quoi? Mais non, c'est pas possible. Et tout ça. Et du coup, le caissière, elle lui dit, ça va, monsieur? Ah oui, ça va. Et, tout va bien. Elle laisse tout, elle rentre. Et elle dit à tout le monde de se mettre sur un grand canapé. On a un grand canapé chez nous. Et je fais un FaceTime avec ma mère, avec Mézard qui est en Turquie et tout le monde. Et je commence à parler, à papoter. J'ai le vidéo. Et je dis, écoute, mais quand tu vas arriver en France, en fait, je pense que tu dois, je sais pas, mais tu dois apprendre un peu le français. Tu commences à apprendre le français maintenant. Il me dit, arriver en France? Je comprends pas. Comment je vais arriver en France? Je lui dis, en fait, t'as un accord pour venir en France et tout ça. Et tout le monde commence à pleurer, à crier. C'est incroyable. Ma mère, mon père, il commence c'est la première fois que je vois mon père pleurer. Durant tout le trajet, tu l'avais jamais vu pleurer. Jamais. Et mon père, il commence à... C'était un truc très... Wow. Et du coup... et j'appelle aussi... on a eu l'accord. Et là, c'est le course. Parce qu'il faut aller à l'ambassade de France pour dire qu'on est d'accord. Oui, c'est bon, on accepte l'accord, c'est bon, ça nous va. Et donc, avec un billet d'avion et tout ça. Et donc, je commence les réservations et je veux qu'elle vienne le plus rapidement possible. Ouais. Et donc, j'ai réservé dans 2 semaines et il va à l'ambassade de France. Tout ça, c'est des déplacements. Ouais. Et il faut que lui, il a une autorisation de déplacement à chaque fois qu'il sort de la ville où il est. Parce que lui, il était à Mersin, qui est dans le... Je ne me rappelle pas. C'est dans le sud de la Turquie. Elle est à Ankara. Il faut... Comme si, par exemple, là, moi, je vais déplacer, je vais aller au Mans. Ouais. Il faut que j'ai une autorisation de la préfet de Paris pour aller au Mans. C'était toujours le cas pour lui. Et ça prenait du temps. Et du coup, il s'est déplacé à Ankara. Il a eu l'accord. Et il est arrivé en avril 2022. Waouh. Et là, il est en France. Ok. Donc, voilà. Je ne sais pas si on a le temps parce que moi, j'ai 500 milliards de questions encore. Pardon. On parle trop. Mais moi, je suis une pipelette en plus. Donc, moi aussi. Et pour parler un peu plus de toi, ton intégration en France, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous avez... comment vous avez réussi à vous intégrer?
est-ce que vous avez retrouvé une communauté syrienne ou vous avez réussi à, je sais pas, peut-être avec d'autres... Enfin, je sais que souvent dans l'immigration, au début, c'est beaucoup avec ses propres communautés. Enfin, moi, je vois très bien mon copain portugais, ses parents passent des semaines en France sans parler français presque, où ils font les supermarchés, les restaurants, leurs amis. C'est des communautés, donc je sais que ça marche un peu comme ça au début, parce que c'est aussi ce qui est rassurant. Oui, tout à fait. Est-ce que... comment ça s'est passé pour vous, l'intégration? Est-ce que c'était difficile ou pas? C'était difficile, je vais dire, juste parce qu'on ne parlait pas français, donc on devait faire avec ou apprendre le français très, très rapidement pour commencer à comprendre. Ouais. Et du coup, après, bah, on était, franchement, où on était, c'est des gens sympas. Ouais. Au moins, c'est une ville qui est sympa, calme. Et je pense que c'est pour ça, nous, on avait le temps d'intégrer. Ouais. Et parce que si on est arrivé à Paris, c'était un peu plus difficile de s'intégrer parce que c'est tellement grand, les gens, ils n'ont pas le temps. Tout le monde est dans le move que... On ne prend pas le temps pour parler avec l'autre. Nous, on est très sociable. Une famille qui parle avec tout le monde, tout le temps. Ma mère, elle fait à manger pour tout le monde. Donc, et du coup, le quartier où on a eu la première maison, c'était des gens très sympas. Donc, on a fait des voisins. Ils sont venus chez nous direct. On a commencé à manger ensemble et tout ça. Et du coup, ça s'est bien passé. L'école, pour tes petits frères, ceux qui sont arrivés au collège directement, ça s'est bien passé aussi? Ça s'est bien passé avec des difficultés, bien sûr, parce qu'ils ne parlaient pas français. Mais tout le monde a vu qu'on a cette... on voulait, en fait. On a cette envie de réussir, de continuer notre vie, parce que notre vie, elle était en stop, ça, pendant des années. Parce qu'on a vécu ce parcours qui était long, très long. Et qu'on devait rattraper, en fait, pour nous... Parce que chacun d'entre nous, il essaye de rattraper ce qu'il a perdu en termes d'âge, en termes de vie. Ouais, et puis d'expérience de vie. J'imagine, il y a scolairement, puis il y a aussi, en fait, en termes de quand on est un ado, on rigole, on apprend Par exemple, moi, l'adolescence, le jeunesse, c'est ça, tout le monde, la puberté, tous ces sujets-là qui sont hyper importants. Des expériences que nous, on ne connaît pas vraiment. Et on les découvre petit à petit. Mais parce que nous, il y avait le survie. Surtout, qu'il fallait penser à comment survivre, la résilience de la vie et tout ça. Oui, les petits amourettes de jeunesse, les petites choses comme ça, ça n'existe plus. Non, parce que nous, on pense à juste survivre. Ouais, manger, dormir, la sécurité. Et la sécurité. Ouais. Et du coup, là, on a commencé, mes frères, ils sont tous, ils font leur petite vie. Voilà. Le plus petit, il est arrivé en France. Là, il est un petit ado français. Ouais, il parle. Ouais, j'imagine maintenant, il a plus du tout. Français, bien sûr, sans accent comme moi. Ouais. Et donc, non, ça. Et franchement, ce qui a aidé l'intégration, je pense que c'est la volonté de deux côtés, de notre part et le côté de la société accueillie. Qui vous avez accueilli, ça c'est aussi super. Vous êtes arrivé dans un quartier où les gens... Après, le racisme, moi, après, je suis contente que, par exemple, mes parents, ils sont pas à Paris ou ils sont pas tout à fait dans l'actualité. De tous les jours en France, parce qu'en fait, moi, le racisme, je l'ai vécu parfois, mais moi, je suis très frontale. Donc, si je vois un commentaire raciste, je sais comment répondre. Mais moi, c'est du racisme un peu... c'est des commentaires un peu... Je sais pas, on te prend de haut, on te sous-estime, ou c'est vraiment des choses genre très violentes? Pas très violentes. Mais des sous-entendus, quoi. Des sous-entendus que les gens pensent que tu ne vas pas comprendre. Ouais. Mais non, moi, je comprends très, très bien. Donc, et du coup, les petits commentaires comme ça, le contexte maintenant, qui un peu, c'est pas assurant du tout. Du coup, tout ça fait que tu te sens toujours, je sais pas, c'est une ambiance qui est bizarre parfois. Donc, je pense que il faut
prendre la parole plus, dire ce qu'on pense, qu'on a nous aussi des vies, on est content d'être ici, mais aussi il faut réfléchir avant de parler avec les autres personnes qui viennent d'autres pays, d'autres contextes et tout ça. Ça, c'est, et prendre la parole aussi quand on est une femme. Tu disais que c'était la moitié du coup des femmes, la moitié des personnes qui migraient étaient des femmes. Oui, tout à fait. Qu'on les entend beaucoup moins. Oui. Toi, tu aurais quelque chose à dire si c'est des gens, à dire si c'est des femmes qui écoutent, qui ont vécu ces choses-là. Oui, moi, ça m'a toujours surprendre qu'il n'y a pas des femmes réfugiées, migrantes, exilées qui parlent en fait de leur parcours et tout ça. On attend toujours le parcours migratoire sans parler de genre. Ça change beaucoup. On est une femme dans un parcours migratoire comme ça, violent comme ça. Ça change beaucoup, ça change tout. Et pourquoi tu penses qu'on les entend moins? Parce qu'en fait, on parle toujours de la migration et on n'a pas intérêt en fait dans les personnes. On ne s'intéresse pas à la personne, on s'intéresse pas parce qu'on on voit pas les migrants exilés comme nous. On pense en masse. On ne pense pas à l'individu. On ne pense pas, par exemple, Pénélope. Oui, Pénélope, ça marche aussi, c'est en anglais. J'aime bien Pénélope, ça me va. Pénélope et Insaf, ils sont peut-être le même... ils partagent des choses, même si moi, je viens de l'autre côté du monde. Oui, c'est clair. Hein, moi, je me reconnais. Le lycée, les trucs. En fait, l'enfance, c'est très similaire. Quoi, et du coup, on ne parle pas. Et je sais pas, les femmes, ils sont beaucoup moins représentées dans quand on parle de migration que les autres catégories. Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte qu'ils font 50% de public. Et que c'est beaucoup plus difficile pour elles. Parce qu'en fait, il y a plus du travail dans l'ombre aussi, peut-être. Et il n'y a pas assez de travail sur cette catégorie. Il n'y a pas assez de... Et aussi de savoir que quand on est une femme, il y a tout, il y a le parcours, il y a l'émotionnel, il y a le sentimental, il y a le physique, il y a tout qui vient avec. Le physique est parfois plus difficile aussi à soutenir. Qui vient avec, on est contrainte à plein de choses dans le parcours migratoire qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas prendre soin de nous, on prend soin de notre corps, de se découvrir même. On oublie en fait. On oublie qu'on est une femme d'abord. Et qu'on est un numéro. On est un numéro, on est un migrant, on est quelque chose de... Migrant, réfugié, tout ça. Oui, mais on oublie qu'on est une femme d'abord. C'est intéressant. Merci beaucoup pour ce témoignage vraiment très émouvant, très inspirant. Merci. J'aimerais bien qu'on ait plus d'histoires comme ça parce que c'est merci à Commune de donner la parole aussi à ce type d'histoire parce que c'est vrai que c'est des histoires presque invisibles et ça fait vraiment plaisir. Merci à toi pour s'intéresser. Avec grand plaisir. C'est vrai que moi je rencontre pas tous les matins non plus des personnes avec qui je peux discuter comme ça, donc ça fait. Je suis ravie de cette opportunité. Ça me fait trop plaisir de parler avec toi. Moi aussi, vraiment, j'étais assez émue et en même temps, je sais pas, beaucoup d'émotions, mais c'est génial. Merci pour tout. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des questions que vous aimeriez qu'on creuse sur Commune ou si vous avez des retours à nous faire, vous pouvez laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast ou nous laisser un message sur Instagram, commune.media. À l'image, Juliette Janin, Constance Sade et Anna Gégaud. Au son et au montage, Jeannette Marié.